Au lever du soleil, l'aéroport baignait dans une atmosphère paisible et glaciale. À l'intérieur du terminal, Ibrahim Traoré attendait calmement près de la porte 37. Pas de costume élégant, pas de garde du corps, pas d'objet clinquant. Aux yeux des passants, il n'était qu'un voyageur africain ordinaire. Mais cet homme n'avait rien d'ordinaire. C'était Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Il avait choisi de voyager dans la simplicité, loin des caméras et des annonces bruyantes. Discret, proche du peuple, il croyait en la force de l'humilité. Son retour d'une importante rencontre diplomatique en Europe n'avait pas changé ses habitudes. Les discussions avaient porté sur l'or, la souveraineté et l'avenir de l'Afrique. Désormais, son seul désir était de rentrer chez lui. Marchant vers son vol Air France en direction de Ouagadougou, Ibrahim salua chaleureusement un employé de l'aéroport d'un « Bonjour, ça va ?» en français. Le sourire de l'agent lui répondit, sans deviner l'identité de son interlocuteur. Et c'était exactement comme Traoré le voulait. Embarquant discrètement, il salua l'équipage d'un hochement de tête poli avant de s'installer en classe affaires, siège 2 après du hublot. Personne ne sembla le remarquer. Mais quelques rangées plus loin, des chuchotements commencèrent. Un grand patron français, PDG d'une puissante compagnie énergétique, se rendait également au Burkina Faso. Accoutumé au traitement VIP, aux tapis rouges et aux coupes de champagne, il fut outré d'apprendre que la classe affaires était complète. Furieux, il protesta avec arrogance. « Je suis un partenaire stratégique de nombreux projets en Afrique. » Pour lui, les règles devaient plier devant son statut. Il exigea d'être surclassé immédiatement. Les agents d'embarquement s'agitèrent, cherchant une solution, mais la réalité était implacable. Tous les sièges étaient occupés. Pourtant, le PDG insistait. Face à l'agitation, la compagnie fit appel à une chef de cabine, claire, grande, blanche, en uniforme impeccable d'Air France. Son sourire forcé dissimulait mal son agacement. Dès qu'elle monta à bord, son regard scruta la cabine méthodiquement. Son attention se fixa sur un homme noir assis en 2A, absorbé par la lecture sur son téléphone. Pas de montre luxueuse, pas d'assistant, juste un hoodie simple. Claire murmura à son collègue. « C'est probablement une erreur. » Puis elle s'approcha de Traoré avec un sourire forcé. « Monsieur, puis-je voir votre carte d'embarquement ?» Traoré, serein, lui tendit son billet. Tout était en ordre. Pourtant, dans son regard, Claire jugeait qu'il ne semblait pas à sa place. Revenant vers lui, elle lança d'une voix douce mais ferme. « Monsieur, nous aurions besoin de votre siège pour un autre passager. Pourriez-vous passer en classe économique ? Nous vous compenserons. » L'insulte était subtile, mais claire. Traoré leva un sourcil. « Et pourquoi moi ?» demanda-t-il calmement. Claire esquissa un sourire tendu. « Aucun motif particulier, monsieur, juste une petite réorganisation. » « Un invité plus important que moi, » poursuivit-il. Elle ne répondit pas. Autour d'eux, quelques passagers en première classe cessèrent de lire ou de taper sur leur clavier. Le malaise flottait dans l'air. Ibrahim resta assis, droit, et déclara simplement « Non. Je garde ma place. » La tension montait. Claire, déstabilisée par ce refus, insista, son ton se faisant plus froid. « C'est pour des raisons opérationnelles. » Mais Traoré ne s'y a pas. « Alors expliquez pourquoi c'est moi qu'on déplace, et pas un autre. » Claire, prise de court, resta muette. Les regards curieux s'intensifiaient. En désespoir de cause, Claire tenta une nouvelle approche. Elle s'en alla vérifier d'autres passagers, ciblant systématiquement les hommes noirs en classe affaires. Cette deuxième erreur n'échappa pas à Traoré, toujours silencieux mais pleinement conscient de chaque détail. Un jeune Africain, peut-être dans la vingtaine, fut abordé. Confus, il demanda « Pourquoi moi ?» Claire lui prit son billet sans répondre. C'est alors que Traoré se leva. Sa voix, posée mais ferme, coupa court. « Vous basez vos décisions sur la couleur de peau, pas sur les billets. Cela s'appelle de la discrimination. » Claire tenta de le faire taire. « Monsieur, je vous demande de ne pas faire de scandale. » Mais le regard de Traoré, calme et pénétrant, la déstabilisa davantage. Elle ne savait toujours pas qui il était réellement. Pendant ce temps, le PDG français fut enfin embarqué, accueilli par Claire avec les plus grands égards, champagne en main. Elle lui promit qu'une solution serait trouvée. Ibrahim Traoré, lui, resta silencieux,
les doigts tapotant lentement l'accoudoir de son siège. Il savait que bientôt, toute la vérité éclaterait. Le vol décolla. L'atmosphère semblait revenue à la normale, mais sous la surface, une tempête silencieuse grondait. En plein vol, Claire revint vers Traoré, affichant un sourire forcé. « Désirez-vous quelque chose à boire, monsieur ?» « De l'eau suffira, » répondit-il brièvement. Aucun mot d'excuse. Aucun respect. Pendant ce temps, le PDG recevait tous les honneurs, rires, flatteries, conversations animées sur l'ordre que son entreprise apportait au Burkina Faso. Une infirmière burkinabé assise en cabine, témoin silencieux de toute la scène, souffla discrètement à son voisin. « C'est notre président. » Ils ne savent même pas qui ils humilient. Le vol se poursuivit. À l'approche de Ouagadougou, les passagers aperçurent par les hublots un impressionnant déploiement militaire. Des murmures se propagèrent. Le PDG, sûr de lui, lança à Claire « Ce doit être pour moi ». Elle rit avec lui, croyant encore à leur supériorité. Mais l'avion à peine immobilisé, un officier en béret noir monta à bord. Son pas résonnait. Il s'arrêta devant Ibrahim Traoré, salua avec solennité. « Monsieur le Président, bienvenue chez vous. » Un silence glacial tomba sur la cabine. Les visages pâlirent. Claire balbutia, figée de stupeur. Le PDG recula, incapable de trouver ses mots. Sans un mot, Ibrahim Traoré se leva, serein, imposant. Un second officier s'adressa froidement à Claire et au PDG. « Vous êtes priés de nous suivre immédiatement. » « Pourquoi moi ?» osa demander Claire. « Pour avoir publiquement humilié le chef de l'État sur son propre sol. » Les deux furent menottés sous les regards choqués des passagers. L'arrogance avait disparu, remplacée par la panique. À l'extérieur, sous un soleil brûlant, Traoré retrouvait son peuple. Les caméras crépitaient. Il n'était plus seulement leur président, il devenait un symbole. Dans le terminal, devant quelques journalistes, il déclara avec calme. Au Burkina Faso, nous ne jugeons pas un homme à sa couleur de peau. Nous ne plions pas devant l'argent ou les vieilles habitudes coloniales. Ici, nous respectons la dignité humaine. Le monde entier fut témoin de l'événement. Les images se répandirent en ligne, arrestations, saluts militaires, ovations populaires. Les jeunes Africains célébraient partout ce moment historique. Claire et le PDG furent officiellement inculpés. Insultes publiques envers un chef d'État, discrimination, tentative d'intimidation. Les tentatives d'intervention diplomatique française furent balayées par Traoré. Ceci est une nation souveraine. Ils répondront devant notre justice. Air France, dépassé par le scandale, publia un communiqué d'excuses maladroit. Mais le boycott africain était en marche. Claire, enfermée dans un centre de détention près de Ouagadougou, craqua sous l'interrogatoire. Je ne savais pas qui il était. L'enquêteur répliqua froidement. Vous n'aviez pas besoin de savoir. Il suffisait de respecter un être humain. Quant au PDG, il dut affronter des procédures judiciaires au Burkina Faso et en France, sans privilège, sans passe-droit. La justice devait être égale pour tous. Ibrahim Traoré, quant à lui, retourna à sa mission, reconstruire son pays, inspirer sa jeunesse, défendre sa terre. Mais cette scène dans un avion resta gravée comme une légende. Un homme en hoodie. Une hôtesse aveuglée par ses préjugés. Un PDG miné par l'arrogance. Et un atterrissage qui changea tout. À peine les menottes passées au poignet de Claire et du PDG français, les deux furent escortés, sans un mot, vers les véhicules noirs aux vitres teintées. Autour d'eux, les soldats gardaient une expression de marbre, incarnant une autorité silencieuse mais inébranlable. À l'intérieur du terminal, le bruit de leur arrestation circulait déjà. Des employés de l'aéroport, des voyageurs, même des journalistes présents pour d'autres raisons, sortaient leur téléphone. En quelques minutes, les vidéos de Claire et du PDG, la tête basse, entravée par les poignets, faisaient le tour du monde. Sur les réseaux sociaux, c'était un raz-de-marée. #Respect Africa, #StandWithBurkina, #Ibrahim Traoré était en tête des tendances mondiales. Jamais l'humiliation d'un chef d'État africain n'avait trouvé une réponse aussi rapide, aussi digne, aussi implacable. Pendant ce temps, dans l'une des salles de réunion du ministère de la Justice, les auditions débutaient. Claire, effondrée, répétait inlassablement. « Je ne savais pas. Je ne savais pas. » Ses larmes coulaient librement, mais chaque mot qu'elle prononçait sonnait creux. Face à elle,
Un procureur burkinabé rétorqua froidement. Ce que vous ignoriez, madame, c'était votre propre humanité. Le PDG, lui, tentait de sauver ce qui pouvait l'être. Avocats, diplomates, influenceurs politiques furent sollicités en urgence depuis Paris. Mais Ibrahim Traoré avait été clair, la souveraineté n'est pas négociable. Et pour la première fois depuis longtemps, un pays africain imposait ses règles sans trembler. À l'extérieur, les foules s'amassaient aux abords de l'aéroport, brandissant des drapeaux du Burkina Faso, chantant l'hymne national. À travers les rues de Ouagadougou, les klaxons retentissaient comme lors d'une grande victoire. Dans son bureau présidentiel, Ibrahim Traoré observait calmement les images en direct. Aucune jubilation dans son regard. Simplement une profonde résolution. Cette humiliation n'était pas la sienne, c'était celle que tant de générations africaines avaient subie en silence. Et ce jour-là, cette humiliation avait trouvé une réponse. Quelques jours plus tard, lors d'une allocution historique diffusée à la télévision nationale et traduite en plusieurs langues, Ibrahim Traoré déclara devant la nation et le monde entier. Ce qui s'est passé sur ce vol n'est pas un simple incident. C'est le symbole d'un passé que nous refusons désormais d'accepter. Nous n'exigerons plus jamais le respect, nous l'imposerons par notre dignité. Le Burkina Faso est debout, et avec lui, l'Afrique tout entière. La foule éclata en acclamations. Dans les semaines qui suivirent, les affaires d'Air France en Afrique subirent un coup dur. De nouveaux opérateurs africains émergèrent, portés par une vague de fierté continentale. Le PDG français fut démis de ses fonctions par son propre conseil d'administration. Claire, elle, après avoir purgé sa peine au Burkina Faso, retourna en France discréditée, sans emploi, devenue symbole d'un système obsolète. Quant à Ibrahim Traoré, il devint non seulement un président, mais aussi une figure mythique, l'homme qui, dans le calme d'un siège d'avion, avait rappelé au monde que la dignité n'était pas négociable. Veux-tu aussi que je continue encore plus loin en imaginant, par exemple, l'impact de cette affaire sur les relations France-Burkina? Le changement inspiré dans d'autres pays africains? La suite personnelle pour Claire ou le PDG, rédemption ou chute? Un futur film ou série inspiré de cet événement. Quelques semaines après l'incident, rien n'était plus comme avant. À Paris, dans les couloirs feutrés des ministères, la nervosité était palpable. Ce qui aurait pu être étouffé autrefois, un simple malentendu avec un pays africain, avait pris une ampleur mondiale. Le président français, sous la pression des médias et de l'opinion publique, fut contraint de faire une déclaration officielle. Nous reconnaissons les erreurs commises et respectons la souveraineté du Burkina Faso. La France demeure engagée pour une relation d'égal à égal avec tous ses partenaires africains. Mais pour beaucoup, il était trop tard. Le vent avait tourné. Des universités africaines consacrèrent des conférences entières au vol 237 Air France, naissance d'une nouvelle ère africaine. Des artistes, des poètes, des réalisateurs s'emparèrent de l'histoire. Des graffitis géants à Dakar, Lagos, Bamako montraient un homme en hoodie debout face à un monde qui doutait de lui. Dans tout le continent, un élan était né. Les gouvernements du Mali, du Niger, du Tchad saluèrent publiquement la fermeté d'Ibrahim Traoré. Des mouvements de jeunesse, jusque dans les campagnes reculées, reprenaient ses discours en chansons, en slogans, en pancartes. Au Burkina Faso même, un jour de la dignité fut instauré, une fête nationale commémorant l'événement, symbolisant la renaissance de la fierté nationale et africaine. Et Claire? Et le PDG? Claire passa 3 mois dans un centre de détention de Ouagadougou, avant d'être extradée vers la France. Là-bas, elle tenta de raconter sa version des faits dans une interview, pleurant face aux caméras. Mais personne n'écoutait vraiment. Elle était devenue, malgré elle, l'incarnation d'une arrogance occidentale refusant d'évoluer. Quant au PDG, son destin fut encore plus brutal. Licencié sans ménagement, abandonné par ses anciens alliés politiques, il tenta en vain de réintégrer le cercle des affaires. À Paris, dans les dîners feutrés où se traitaient autrefois les grands contrats africains, son nom n'était plus prononcé qu'avec gêne ou dédain. Ibrahim Traoré, lui, poursuivit son chemin. Il multiplia les projets d'infrastructures, routes, hôpitaux, écoles. Il lança un plan ambitieux d'indépendance énergétique et agricole pour le Burkina Faso. Il accueillit de nouvelles alliances économiques avec d'autres pays émergents, loin des anciennes dépendances coloniales. Lors d'un sommet panafricain à Accra, il fut ovationné avant même de prendre la parole.
Son simple passage sur la scène déclencha des acclamations et des chants. Un homme, un geste, une Afrique debout. Il ne fit aucun discours triomphaliste. Il se contenta de dire : nous avons longtemps été traités comme des passagers clandestins dans notre propre histoire. Aujourd'hui, nous écrivons la nôtre. Et dans les années suivantes, un grand film international fut produit, intitulé Le siège de A. Il retraçait l'histoire vraie d'un président voyageant incognito, confronté aux préjugés modernes. Le film fut acclamé à Cannes et Hollywood. Un lycée à Ouagadougou fut renommé Lycée de la Dignité, en hommage à cet événement. Des enfants en Afrique grandirent en connaissant l'histoire de l'homme en hoodie qui, sans lever la voix, fit tomber des murs invisibles vieux de plusieurs siècles. Épilogue. Un matin, assis dans son bureau présidentiel, Ibrahim Traoré regarda par la fenêtre. Les chantiers bourdonnaient dans la capitale, les écoles ouvraient leurs portes, les jeunes levaient fièrement leurs drapeaux. Son conseiller personnel lui demanda : « Monsieur le Président, regrettez-vous ce qui s'est passé ce jour-là dans l'avion ? » Traoré esquissa un sourire discret et répondit simplement : « Non. Parce que parfois, il suffit d'un seul nom pour redresser la tête de tout un peuple. » Quelques mois plus tard, Le Monde après le vol 237. Le nom d'Ibrahim Traoré résonnait désormais bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Il était devenu un symbole vivant. Non pas pour avoir brandi des discours enflammés, mais pour avoir opposé le calme et la dignité à la discrimination et à l'arrogance. À Dakar, Abidjan, Bamako, Nairobi, des fresques murales représentaient Traoré, assis en hoodie, regardant par un hublot d'avion, l'air tranquille et souverain. En dessous, on pouvait lire : « Ils nous ont regardés de haut. Nous les avons regardés en face. » Des mouvements étudiants émergèrent, appelant à un nouveau panafricanisme. Un panafricanisme sans violence, mais intransigeant sur la dignité, la souveraineté et la fierté d'être africain. Dans les capitales occidentales, le malaise grandissait. À Bruxelles, à Paris, à Washington, les chancelleries se réunissaient. Il ne s'agissait plus seulement du Burkina Faso. Partout en Afrique, des voix s'élevaient, réclamant une égalité vraie dans les partenariats, exigeant la fin des humiliations subtiles. De nouveaux accords furent renégociés. Des projets de développement furent confiés à des consortiums africains et non plus imposés par des puissances étrangères. La phrase d'Ibrahim Traoré, prononcée à Ouagadougou, s'inscrivait désormais dans tous les esprits. Le respect ne se demande pas. Il se construit. Pendant ce temps, au Burkina Faso, la transformation s'accélérait. Sous l'impulsion de Traoré, de nouvelles routes reliaient des villages autrefois isolés. Des écoles furent bâties, portant les noms de héros africains oubliés. L'armée nationale fut restructurée pour devenir une force respectée, non une milice corrompue. Une réforme agraire ambitieuse fut lancée, rendant la terre aux cultivateurs. Dans les rues de Ouagadougou, on ressentait une énergie nouvelle. Les enfants vendaient des posters de Traoré à côté des cartes de football. Les artistes composaient des chansons, hommes simples, grand destin. Les anciens, assis sous les baobabs, racontaient l'histoire du vol 237 comme une légende moderne. Et Claire ? Et le PDG ? Le PDG, brisé, errait désormais dans l'anonymat, symbole d'une époque révolue. Claire, quant à elle, essaya d'écrire un livre intitulé La passagère du remords, tentant de justifier ses actes. Mais l'ouvrage fut boycotté massivement. Un jour, dans une interview amère, elle lâcha : « Je n'ai pas perdu mon emploi. J'ai perdu mon innocence. » Mais pour beaucoup, c'était trop peu, trop tard. 5 ans plus tard, un sommet panafricain exceptionnel fut organisé à Ouagadougou, dans une grande salle aux toits dorés. Tous les chefs d'État africains étaient là. Le Kenya, le Ghana, le Sénégal, le Mali, la Tanzanie, l'Algérie. Une nouvelle Afrique se dessinait. Et au centre, assis tranquillement, toujours sans costume extravagant, Ibrahim Traoré. Quand il monta sur scène, il ne lut aucun discours préparé. Il se contenta de dire : « Nous sommes restés debout. Maintenant, avançons. » Et les délégués, les jeunes présents, la foule dehors. Tous se levèrent, poing fermé sur le cœur, en chantant en chœur : « Debout, Afrique. Lève-toi. » Des années plus tard, dans une école reculée du Burkina Faso, un jeune garçon leva timidement la main et demanda à son professeur : « Monsieur,
C'est vrai que notre président a changé l'Afrique en disant juste non dans un avion? Le professeur sourit, regardant par la fenêtre vers l'horizon rouge du soir. Ce n'était pas juste un non, répondit-il doucement. C'était un oui à tout un continent.